Si vous avez vu J'écris ton nom, le deuxième volet de la bataille de Gaulle, restez. Vous allez compléter utilement votre séance. Sinon, vous pouvez rester aussi, mais vous allez Messieurs, entendre nous parler savons d'une tous scène ce que importante cela du film. signifie. En 1943, le film le montre bien, la France libre est à la croisée des chemins, entre répression accrue de l'occupant dans l'Hexagone, désormais entièrement occupé, et difficulté à légitimer De Gaulle comme interlocuteur principal auprès des Alliés, tout particulièrement de Roosevelt. La mission de Rex Jean Moulin d'unifier la résistance autour de principes fondateurs républicains, avec la reconnaissance de la figure gaulienne comme dénominateur commun, est une gageure. La division des forces politiques n'avait pas attendu l'effondrement militaire de mai-juin 40 pour être importante, et les rancunes sont tenaces. Nombre de résistants, De Gaulle longtemps le premier, tiennent les partis politiques en piètre estime après le vote des pleins pouvoirs. Les communistes, des mois durant dans une attitude ambiguë sur la position à tenir, sont désormais une force résistante incontournable et bien peu alignée avec les opinions politiques d'un Charles de Gaulle. Il faut donc, et cela le deuxième volet le présente avec soin, nombre de rencontres entre Jean Moulin et des figures plurielles de la clandestinité pour avancer vers l'unification. Maintenant, quelle est la part du vrai et du faux dans la scène que le film consacre à la réunion qui fonde le Conseil national de la résistance? Le film est fidèle sur le cadre. Nous sommes dans le séjour d'un appartement, propriété de René Corbin, haut fonctionnaire, ami d'un ami de Jean Moulin, au premier étage d'un immeuble haussmannien, 6 au 48 rue du Four, dans le 6e arrondissement, soit, et cela est précisé dans le film, à quelques encablures de l'hôtel Lutetia où se trouve la Gestapo. Jugez plutôt. Le lieu dispose d'une fenêtre donnant sur les toits, mais n'est pas plus sécurisé que cela. Dans la fiction comme dans la réalité, on prit place autour d'une grande table, 17 personnes, les voici, 6 partis politiques, 8 responsables de mouvement, 2 leaders syndicalistes et Jean Moulin. Après avoir guidé plusieurs participants, la personne de confiance de Jean Moulin est en position dans une cabine téléphonique à proximité pour donner l'alerte si besoin. Le reste par contre est assez largement fantaisiste. Imagine-t-on 17 hommes surveillés par la police et pour certains traqués par la Gestapo venir discuter à la fenêtre et s'invectiver avec véhémence alors qu'il pourrait y avoir des dizaines de témoins? Non, bien sûr. Idem, le stratagème du téléphone qui sonne l'alerte pour forcer la conclusion d'un accord amène certes une dimension de stratège à la figure du diplomate tout en rondeur qu'est Jean Moulin, mais qui pourrait croire qu'une conversation pourrait être prolongée de ne serait-ce quelques secondes alors qu'il faut échapper à la mort? Et puis terminons en rétablissant ce que le film a transformé pour présenter la résistance au féminin. Dans la cabine, la personne de confiance ce n'est pas Livia, mais Daniel Cordier alias Caracalla, le secrétaire de Jean Moulin, mort à 100 ans en 2020. Dans les faits, la réunion s'est tenue volet mi-clos, dans une atmosphère empreinte de solennité et des plus civiles au dire de Jean Moulin. Des éléments ont été discutés, de réelles préoccupations émises par certains des représentants, mais la rencontre qui ne dure pas plus de 2 heures entérine pour l'essentiel des principes convenus à l'avance.